بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très sincèrement pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre, à ce moment d'échange et de partage. Après un premier ouvrage présenté en 2022 ici à Dakar, les discussions qui avaient suivi avaient fini par me convaincre de l'intérêt de m'intéresser à la dimension géopolitique de la question du Sahara marocain. Plusieurs amis et frères, au premier rang desquels son Excellence Cheikh Tidiane Gadio, présent avec nous, m'ont alors encouragé à poursuivre cette réflexion et à approfondir précisément la dimension géopolitique de ce conflit. Leurs observations et leurs interrogations ont nourri ma démarche et m'ont conduit à consacrer ce deuxième ouvrage à une question majeure pour le Maroc. Ce livre repose sur une conviction. La question du Sahara ne saurait être réduite à une simple controverse territoriale ou frontalière. Elle engage l'histoire de l'État marocain, son intégrité territoriale, sa sécurité, son développement et sa vocation africaine. J'ai donc choisi de l'appréhender principalement sous l'angle géopolitique, en croisant les apports de l'histoire, du droit, de la diplomatie, de la géoéconomie et des études de sécurité. Pour comprendre cette démarche, il convient de revenir au paradoxe historique qui constitue le point de départ de l'ouvrage. Le point de départ de cet ouvrage est un paradoxe. Le Maroc, État millénaire, fait partie des premiers pays africains à avoir recouvré leur indépendance. Pourtant, il demeure engagé dans le parachèvement de son intégrité territoriale. Cette singularité s'explique notamment par la nature des faits coloniaux subis par le royaume. Le Maroc n'a pas été placé sous une tutelle unique. Tanger fut soumise à un statut international, le nord releva du protectorat espagnol, le centre du protectorat français, tandis que plusieurs territoires du sud furent occupés par l'Espagne. La question du Sahara s'inscrit ainsi dans cette histoire du morcellement colonial et de la reconstitution progressive de l'unité nationale. La marche verte en 1975 en constitue naturellement un moment majeur. Les 50 dernières années ont cependant révélé toute la complexité du dossier et surtout le poids de sa dimension géopolitique, longtemps appréhendée principalement sous l'angle juridique. C'est précisément cette complexité que l'ouvrage tente de restituer. J'ai souhaité proposer une lecture élargie de la question du Sahara au-delà d'une approche exclusivement juridique. Le droit demeure naturellement essentiel, mais il permet pas à pas, il ne permet pas, à lui seul d'expliquer la persistance du différend. L'ouvrage articule donc 4 dimensions. Le cadre juridique, les réalités du territoire et de ses populations, les enjeux géopolitiques
à travers les rapports de force et les intérêts des États, et enfin les jeux d'acteurs régionaux et internationaux. C'est le croisement de ces différentes dimensions qui permet de mieux comprendre les ressorts du blocage et les conditions d'un règlement politique réaliste et durable. C'est précisément de cette lecture élargie que découle la problématique centrale de l'ouvrage. La question principale qui structure cette recherche est la suivante. En quoi consiste le blocage géopolitique autour du Sahara marocain? Et dans quelle mesure la diplomatie peut-elle y remédier? L'hypothèse développée est que la persistance des différends ne peut être expliquée par la seule confrontation des argumentaires historiques et juridiques. Le blocage apparaît avant tout politique et géopolitique. Rapports de forces régionaux, héritage de la guerre froide, rivalité de puissance, perception de sécurité et difficultés persistantes du Maghreb à se constituer en espace intégré. Dès lors, la solution doit-elle même être principalement politique et diplomatique dans une perspective régionale plus large? Cette problématique appelle naturellement une méthode capable d'articuler ces différents niveaux d'analyse. La méthodologie retenue est à la fois pluridisciplinaire et multiscalaire. Pluridisciplinaire parce qu'il croise l'histoire, le droit, la science politique et les relations internationales. Multiscalaire parce que le différent se déploie simultanément au niveau local, national, régional et international. Cette approche permet d'identifier les acteurs, de comprendre les rapports de force et d'apprécier les conditions politiques et diplomatiques d'un règlement durable. Cette démarche se reflète directement dans l'architecture de l'ouvrage. L'ouvrage est organisé en 3 grands mouvements ou en 3 parties. Le premier replace le Sahara dans le temps long historique, avant d'en examiner les dimensions géopolitiques, géoéconomiques et sécuritaires. Le deuxième porte sur le territoire et ses populations, les fondements historiques et juridiques de la souveraineté marocaine et le rôle des acteurs locaux. Le troisième mouvement ou troisième partie élargit enfin l'analyse aux dimensions régionales et internationales, blocage du Maghreb, action diplomatique du Maroc et rôle des principaux acteurs internationaux. Nous allons donc partir de l'histoire et du territoire pour progressivement élargir l'analyse aux rapports de forces régionaux et internationaux. Commençons par replacer le Sahara dans le temps long de l'histoire marocaine. La première idée forte du livre est que le Sahara ne peut être compris indépendamment de l'histoire longue du royaume. Loin d'être un espace isolé, il a constitué au fil des siècles un espace de circulation, d'échange, d'allégeance politique et de projection africaine du Maroc. Les Almoravides, issus de l'espace saharien, ainsi que les routes caravanières reliant notamment Sijil Massa à Tombouctou, en constituent des illustrations majeures. Le Sahara apparaît ainsi non comme une périphérie, mais comme une profondeur historique stratégique et africaine du Maroc. Cette continuité historique permet de comprendre pourquoi l'indépendance du Maroc en 1956 n'a pas marqué l'achèvement du processus de libération nationale. L'indépendance de 1956
n'a pas permis au Maroc de recouvrer immédiatement l'intégrité de son territoire. Le royaume a donc poursuivi progressivement son processus de libération nationale. Indépendance en 1956, retour de la ville de Tarfaya en 1958, retour de Sidi Ifni en 1969, retour de Saqi al-Hamra en 1975, puis Oued Dahab en 1979. Cette chronologie est essentielle. Elle montre que la question du Sahara s'inscrit, du point de vue marocain, dans un processus continu de parachèvement de l'intégrité territoriale et de reconstitution d'un espace national morcelé par la colonisation. Ce processus ne peut être dissocié de la continuité du combat national entre le nord et le sud du Maroc, c'est-à-dire le combat pour l'indépendance du Maroc. La question du Sahara ne naît pas en 1975. Elle s'inscrit dans la continuité du combat pour l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Les nationalistes du Nord et du Sud ont entretenu des liens étroits dans la lutte contre la présence coloniale, notamment à travers l'action de l'armée de libération. Cette continuité trouve une expression majeure dans les discours de feu Sa Majesté Mohammed V à Mohamed al-Ghazlan au sud-est du royaume en 1958, réaffirmant la volonté du royaume de poursuivre la récupération de ses provinces du sud. Je mentionnerai aussi le discours du roi Mohammed V, feu roi Mohammed V, en 1947, exactement le 9 avril 1947 à Tanger. La marche verte de 1975, conduite par feu Sa Majesté Hassan II, s'inscrit dans le prolongement de ce combat national. À cette continuité historique s'ajoutent des fondements juridiques et politiques, notamment l'avis de la Cour internationale de justice, la bay'a ou l'allégeance et les traités internationaux. L'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975 occupe naturellement une place importante dans l'analyse. La Cour a écarté la qualification de terra nullius et reconnu l'existence de liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et des tribus sahariennes. L'ouvrage replace ces conclusions dans leur contexte historique, à une époque où la souveraineté ne s'exerçait pas selon les formes contemporaines de l'État. C'est notamment tout le sens de la bay'a, allégeance, qui établissait un lien politique, spirituel et juridique entre le sultan et les populations lui prêtant allégeance. Les traités d'Ahir et correspondances diplomatiques viennent également éclairer les différentes manifestations historiques de l'autorité marocaine. Mais au-delà de ces fondements historiques et juridiques, il convient également de regarder le territoire à travers ses populations et ses acteurs contemporains. La question du Sahara concerne également un territoire habité, avec ses populations et ses acteurs locaux. L'ouvrage revient ainsi sur les liens sociaux et familiaux entre le nord et le sud, le rôle des tribus et des grandes familles du Sahara, la culture hassani, ainsi que sur le retour dans la mère patrie de plusieurs anciens cadres séparatistes et de milliers de sympathisants. Une attention particulière est également accordée à la participation des populations à la vie démocratique et institutionnelle, à travers les élus locaux, la représentation parlementaire, la régionalisation avancée et le rôle du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes. Les populations apparaissent ainsi comme des acteurs à part entière du développement et de la vie politique, économique et sociale du territoire.
Après ces dimensions historiques, juridiques et humaines, j'en viens au cœur de l'hypothèse développée dans l'ouvrage, la dimension géopolitique des différends. Mais avant d'aller plus loin, peut-être convient-il de préciser ce que j'entends ici par géopolitique. La géopolitique, comme vous le savez, ne consiste pas simplement à étudier un territoire. Elle cherche à comprendre les rapports de force et les rivalités de pouvoir qui se déploient autour de ce territoire. Quels sont les acteurs en présence? Quels intérêts poursuivent-ils? Quelle importance accorde-t-il à sa position, à ses ressources ou à sa valeur stratégique? Et comment ces intérêts se confrontent-ils? C'est précisément cette grille de lecture que j'applique au Sahara marocain. Il ne s'agit donc plus seulement d'interroger les arguments juridiques, mais de comprendre les intérêts, les stratégies, les rivalités de puissance et les équilibres régionaux et internationaux qui expliquent la persistance des différends. Nous arrivons ici à ce qui constitue le cœur de l'hypothèse développée dans l'ouvrage. Le blocage apparaît principalement géopolitique. Le différend a progressivement dépassé son cadre territorial initial pour s'inscrire dans une logique de rivalité et de compétition régionale. Une première clé de lecture réside dans les héritages de la guerre froide, qui ont durablement structuré les alignements idéologiques et les rapports entre les acteurs de la région. À cela s'ajoutent des rapports de puissance marqués par des stratégies d'influence, des ambitions de leadership régional et des perceptions concurrentes de la sécurité. Le différend revêt également une dimension géostratégique. L'accès à l'Atlantique, la projection vers l'Afrique, la proximité du Sahel et des équilibres du Maghreb lui confèrent une portée qui dépasse largement le territoire lui-même. Enfin, son internationalisation, notamment à travers le soutien extérieur apporté aux séparatistes et l'implication de différents acteurs internationaux, a contribué à inscrire durablement le différend dans une configuration régionale et internationale. Cette configuration permet de comprendre, au moins en partie, pourquoi les efforts successifs des Nations Unies, malgré leur importance, se sont heurtés pendant plusieurs décennies à des blocages persistants. Elle permet également de mesurer l'une des principales conséquences de cette situation, la fragmentation de l'espace maghrébin et la paralysée de son processus d'intégration. Cependant, le Sahara n'est pas uniquement un espace de rivalité géopolitique. Il est également devenu un espace de développement, de connectivité et de projection économique. La dimension géoéconomique occupe également une place importante dans l'ouvrage. Le premier constat est celui d'une transformation profonde des provinces du Sud, portée par des investissements considérables dans les infrastructures, les équipements publics, les énergies renouvelables et les grands projets structurants. Cet effort permet également de replacer la question des ressources naturelles dans sa juste perspective. Pour chaque, voilà, je cite juste un ratio, pour chaque dirham, on est marocain, pour chaque dirham de richesse générée localement au Sahara, près de 7 dirhams sont investis par l'État marocain dans ces provinces. Donc c'est 1 dirham contre 7. Tandis que les phosphates de la région ne représentent qu'une part très limitée des réserves nationales, à peine 2% du total des réserves marocaines. Enfin, ces transformations répond désormais à une ambition plus large de connectivité et de projection continentale. Le port d'Akhla Atlantique et l'initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique en sont des illustrations majeures.
Les provinces du Sud évoluent ainsi d'un espace longtemps considéré comme périphérique vers un pôle économique, logistique et maritime reliant le Maroc à sa profondeur africaine et à l'espace atlantique. Cette fonction géoéconomique du Sahara est indissociable d'une autre dimension stratégique majeure, celle de la sécurité. La dimension sécuritaire est également fondamentale dans notre analyse. À l'échelle nationale, la stabilité du Sahara participe à la continuité territoriale du royaume, à la protection des populations et des infrastructures stratégiques, ainsi qu'à la sécurisation de sa façade atlantique. Mais cet enjeu dépasse le cadre national. Le Sahara se situe au contact d'un environnement sahélo-saharien instable, marqué par la circulation de menaces transnationales, terrorisme, trafic d'armes, criminalité transfrontalière et migration irrégulière. Dans ce contexte, la stabilité du Sahara marocain constitue non seulement un enjeu de sécurité nationale, mais également un facteur de stabilité pour le Maghreb, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest et l'espace atlantique. D'où la nécessité d'une coopération sécuritaire régionale renforcée face à des menaces qui, par nature, dépassent les frontières. Cette articulation entre souveraineté, développement et sécurité conduit à examiner le rôle des acteurs internationaux dans l'évolution des différends. C'est l'objet de la troisième partie, ou le troisième mouvement, comme on l'a appelé au début. Les Nations Unies demeurent le cadre central du processus de règlement. Avec une évolution progressive vers la recherche d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis. L'ouvrage examine également le rôle de l'Union africaine, notamment depuis le retour du Maroc en son sein en 2017. Il revient à cet égard sur la décision du sommet de Nouakchott de 2018, instituant la Troïka de l'Union africaine qui a consacré le rôle central et exclusif des Nations Unies dans le règlement des différends et recentrer l'action de l'organisation continentale sur l'accompagnement du processus onusien plutôt que sur une implication directe dans le dossier du Sahara. L'ouvrage analyse également les positions des principales puissances internationales. L'analyse montre que ces positionnements répondent non seulement à des considérations juridiques, mais aussi à des intérêts stratégiques, économiques, sécuritaires et diplomatiques. Dans ce contexte international évolutif, l'initiative marocaine d'autonomie a progressivement acquis une place centrale. Cette évolution connaît une étape particulièrement significative avec l'adoption de la résolution 2797-2025, la résolution du Conseil de sécurité, donc le 31 octobre 2025, qui marque une étape décisive dans l'évolution du dossier. Elle consacre d'abord le réalisme politique, en confortant l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule issue viable aux différends. Les options devenues obsolètes ou déconnectées des réalités politiques et du terrain sont ainsi dépassées au profit de la voie pragmatique proposée par le Maroc en avril 2007 déjà. Cette évolution s'inscrit également dans une dynamique internationale de plus en plus large, portée par un nombre croissant de puissances et de partenaires qui considèrent l'initiative marocaine comme la base crédible et réaliste d'un règlement définitif. Le centre de gravité du dossier se déplace ainsi progressivement vers la mise en œuvre de cette autonomie, ses institutions, ses compétences et le développement des provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Enfin, dans le prolongement de cette résolution 2797,
Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a réaffirmé la main tendue du Maroc à l'Algérie voisine, mais aussi à nos frères des camps de Tindouf, appelés à regagner leur patrie et à participer dans la dignité à la construction de leur avenir. C'est à partir de cette nouvelle réalité politique que l'ouvrage envisage les perspectives d'évolution des différends et plus largement l'avenir du Maghreb. En conclusion, 3 scénarios ou scénarii peuvent être envisagés. Le premier est celui de la prolongation du statu quo. Il maintiendrait une situation de paix incomplète, prolongerait les causes humains, politiques, économiques et politiques du différend et continuerait d'entraver la coopération régionale. Le deuxième scénario serait celui d'une escalade ou d'une aggravation de la fragmentation régionale. Une telle évolution comporterait des risques sérieux pour la stabilité du Maghreb, du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le troisième scénario que cet ouvrage appelle de ses voeux est celui d'une diplomatie graduelle, permettant d'aboutir à une solution politique réaliste et durable, fondée sur l'autonomie sous souveraineté marocaine, conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, 31 octobre 2025. Une telle issue permettrait de consacrer définitivement l'intégrité territoriale du Maroc, d'offrir une perspective aux populations concernées et de transformer une source de rivalité en levier de coopération régionale. Car au fond, la question du Sahara est pour le Maroc une question majeure, une question d'intégrité territoriale, de souveraineté et de continuité nationale. Comme l'a rappelé Sa Majesté le Roi dans son discours du 6 novembre 2014, à l'occasion du 39e anniversaire de la Marche verte, le Sahara est une question, je cite Sa Majesté le Roi, le Sahara est une question d'existence et non une question de frontières. Le Sahara est une question d'existence, bien sûr pour le Maroc, et non une question de frontières. Ça, c'est Sa Majesté qui le disait en 2014. Pardon. Mais sa résolution dépasse également le seul cadre marocain. Elle représente une condition de paix, de développement et d'intégration pour l'ensemble de la région. Elle permettrait de rouvrir les frontières, de renforcer la coopération sécuritaire, de favoriser les échanges humains et économiques et de donner au Maghreb une voix plus forte en Afrique, en Méditerranée et dans l'espace atlantique. Le Maghreb ne doit pas rester une utopie. Il doit redevenir un horizon politique au service de ces peuples, de l'Afrique et de la Méditerranée. C'est précisément dans cette perspective que prend tout son sens l'approche portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est ainsi que dans son discours du 31 octobre 2025, donc après après l'annonce de la résolution du Conseil de sécurité, le souverain a rappelé que malgré les évolutions positives que connaît la question de notre intégrité territoriale, le Maroc demeure attaché à la nécessité de parvenir à une solution qui permette de, je cite Sa Majesté le Roi, sauver la face de toutes les parties, sans vainqueur ni vaincu. Fin de citation. Cette vision résume, à mes yeux, l'esprit même d'une solution durable. Préserver les intérêts fondamentaux du royaume, tout en ouvrant la voie au dépassement des rivalités, à la réconciliation et à une nouvelle dynamique régionale. Je forme ainsi le vœu que cet ouvrage puisse modestement contribuer à nourrir la réflexion, à rapprocher les analyses et à ouvrir de nouvelles perspectives de dialogue, de coopération et de stabilité régionale. Je ne saurais conclure sans exprimer ma profonde gratitude
À Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour la confiance dont il m'honore, qui constitue pour moi à la fois un privilège, une responsabilité et une source constante d'engagement au service de mon pays. Je tiens également à adresser mes respectueux remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président Diomaye Diakhar Faye, auprès duquel j'ai l'honneur d'être accrédité. Ma reconnaissance va tout particulièrement à Son Excellence Monsieur Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, qui m'a fait le grand honneur de préfacer cet ouvrage et qui, malgré son absence aujourd'hui, a tenu à s'associer à cette cérémonie à travers un message vidéo. J'en profite aussi pour saluer Cheikh Biadillah, l'ancien président du Parlement marocain, donc qui a aussi préfacé l'ouvrage. Et je salue aussi le professeur Abou Dahab du Maroc, qui a rédigé l'avant-propos. Et à côté de moi, il y a mon frère, donc Bakary Samb, qui a bien aussi voulu rédiger le postface de l'ouvrage. Donc merci à tous. Ma reconnaissance va tout particulièrement, donc j'ai parlé de... Je souhaite également saluer, remercier très sincèrement nos éminents panélistes, Dr Chertidian Gadio, Madame le professeur Pandambo, Son Excellence Monsieur Amadou Diop, Monsieur Mamadou Moutban, qui est représenté par Diakhaté, voilà. Et voilà, donc la présence et les contributions confèrent à cette rencontre toute sa richesse et sa profondeur. Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance à M. Abdoulaye Diallo, mon éditeur aux éditions L'Harmattan. Donc voilà, j'ai bien voulu rédiger au Sénégal et publier au Sénégal. Et je dois dire que c'est un facilitateur et c'est un homme qui encourage vraiment les auteurs à écrire et à partager ce qu'ils savent avec le reste des lecteurs. Voilà, donc je voulais aussi adresser mes chaleureux remerciements à M. Socrate Diallo qui n'est pas là. Il est hors territoire, donc il a voulu se faire représenter. Ma gratitude va naturellement à l'ensemble de mes collègues et des membres de l'ambassade du Maroc à Dakar pour leur soutien, leur disponibilité et leur mobilisation. Je voudrais à cet égard adresser une mention toute particulière à Mme Myriam Chlouati qui est là, et pour son précieux soutien et son accompagnement tout au long des mois qu'a nécessité ce travail. Je tiens également à la féliciter pour la qualité de la présentation. Je crois que la présentation vous a plu. Ainsi que pour son implication dans la conception de la couverture de cet ouvrage. Alors pour la couverture, on a fait un petit effort, elle et moi, et j'ai vu que M. Abdallah Diallo n'a pas oublié de le mentionner en disant que la couverture est de l'auteur. Donc, ça participe du respect des droits d'auteur aussi. Mais c'était un travail collectif qu'on a coordonné comme même avec vous, n'est-ce pas? Je remercie bien entendu, attendez, il ne faut pas que j'oublie, toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cet ouvrage et à la réussite de cette cérémonie. Je voudrais bien sûr avoir une pensée toute particulière pour ma famille, à mon épouse qui est présente, dont le soutien, la patience et les encouragements m'ont accompagné tout au long de ce travail. À chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse l'expression de ma profonde gratitude. Je vois aussi Madame Yasmine qui s'est associée au début à ce travail, qui m'a aussi apporté sa contribution. Je me réjouis à présent d'entendre les imminentes personnalités, mais avant, je vois, voilà, il y a un rajout de remerciements, c'est un devoir quand même dont je dois m'acquitter. Donc je vois la présence parmi nous, je salue la présence de notre frère, le ministre Khan. Il y a aussi le ministre Mankor Ndiaye, vos excellences.
il y a notre sœur, Amsatou Sidibé, et il y a notre frère qui se cache là, c'est Moubarak Lo, n'est-ce pas? Et bien sûr, les amis, les ambassadeurs qui sont présents ici, les représentants des ambassades. Et je remercie aussi la presse qui est présente et tous ceux qui ont bien voulu faciliter la présentation de cet ouvrage. Donc je remercie aussi les Marocains qui sont présents, les compétences marocaines qui sont là. Et je vous dis, je vous remercie pour votre attention et surtout pour avoir patienté. J'ai voulu résumer, mais je me suis dit quand même, il faut que je passe la synthèse, que je fasse une synthèse des plus fidèles donc, de mon ouvrage. Je crois que ça a été le cas, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup.